Bienvenue dans Trajectoire. J'ai toujours aimé raconter des histoires, parce qu'une histoire c'est une trajectoire. Un fil qu'on déroule avec ses lignes brisées, ses virages, ses élans, ses silences. Il y a des débuts qu'on n'a pas choisis, des accidents, des échecs, des moments de lumière qu'on voudrait revivre et des choix qu'on regrette ou qu'on porte fièrement. Trajectoire, c'est un podcast qui donne la parole à ceux qu'on admire, qu'on suit, qu'on croit connaître, mais dont on ne connaît souvent qu'une facette. Je les invite à revenir sur ce qui les a construits, à dire ce qu'ils ne disent pas toujours. L'enfance, les manques, les rencontres, les renoncements, les renaissances. Ici, c'est un espace intime, une voix, un récit, en somme, une trajectoire. Parfois, les trajectoires ne sont pas seulement faites de ce qu'on devient, mais de ce qu'on a été, de ce qui nous a marqué dans l'enfance, même quand on croit en être sorti. Et parfois, tout ce qu'on vit après, professionnellement ou personnellement, ne s'articule qu'autour de ça. L'épisode de Vaina Djokante sera différent des autres. Un peu plus long aussi, parce que par respect, j'ai choisi de ne pas trop couper. Alors, avis aux âmes sensibles, certains passages peuvent être un peu difficiles. Mais il me semblait essentiel de les garder, pour rester fidèle à ce qu'elle a livré. Vaina, c'est une vieille âme. Elle est habitée par quelque chose de rare. Je vous laisse donc avec cette trajectoire très spéciale et cette rencontre singulière que je n'ai pas vue venir. Je suis née à Pithiviers dans une maternité un peu particulière parce que c'était des naissances dans l'eau, que mes parents étaient un peu des hippies, on va dire. Et assez rapidement quand même, on est reparti en Corse. Je suis originaire, je suis andalouse et corse, donc quand même très méditerranéenne. Et j'ai eu une naissance assez idyllique, parce que je suis née dans l'eau, avec de la musique classique, enfin, c'était vraiment... ça s'est gâté par la suite, hein, mais on va y venir. Mais en tout cas, la naissance était une naissance très belle, très accueillante, dans un environnement vraiment doux. Après, j'ai grandi, mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune, quand j'avais 1 an et demi. On a vécu un peu à Amsterdam, et là ça s'est gâté. Parce que mon père a trompé ma mère avec une nounou. On vivait sur une péniche. Et j'ai failli mourir enfin ça c'est ce que ma mère me raconte, j'ai failli mourir d'une paratyphoïde à ce moment-là. C'est quoi ? C'est une maladie, je ne saurais pas exactement, mais en fait on se vide. Donc, et à ce moment-là, mon père était complètement à l'ouest. Je crois qu'il prenait pas mal de substances. Il y a eu cet événement-là, il y a eu un autre événement où mon père a passé la frontière Amsterdam-Paris en cachant de la coke dans mes couches. Et donc quand ma mère s'est rendue compte de ça... Elle m'a pris sous le bras et elle m'a embarquée assez loin. Je suis toujours assez curieuse, moi, et j'aime bien comprendre. Et donc, je lui ai beaucoup posé de questions sur les raisons de leur séparation, pourquoi. Elle m'en a parlé assez tardivement, quand même. Je savais que mon père avait un goût prononcé pour la cocaïne, ce qu'il l'a gardé même après. Mais je savais pas que ça avait été une des raisons, des causes de leur séparation, et qu'il était allé jusqu'à cacher la coke dans mes couches, quoi. Donc c'est un peu surréaliste. Et puis donc ma mère a fait sa vie, mon père est reparti en Corse, et elle s'est assez rapidement dit, il faut quand même qu'elle ait la présence de son père dans sa vie. Enfin, je peux pas non plus. Je ne peux pas l'isoler d'une présence paternelle. Et donc, je suis assez rapidement partie en vacances en Corse, seule chez mon père. Mon père s'est remis avec une femme assez rapidement. Il a assez rapidement refait des enfants, enfin voilà. Et donc, moi, j'y allais pendant les vacances. Et à l'âge de 5 ans, arrivent mes premiers souvenirs d'inceste paternel. Donc... ça se présente sous forme de jeu. Donc c'est vraiment des jeux dans le bain, des souvenirs... Oui, comme à 5 ans, c'est plus de jeux, de chatouilles, on rigole, voilà.
Et puis pendant des années, alors je dirais pas toutes les vacances, mais quand même assez régulièrement, il y avait des siestes. Et puis les actes sont devenus de plus en plus précis et de plus en plus à mesure que je grandissais, jusqu'à devenir vraiment gênant pour moi. Et donc les épisodes incestueux, les échanges d'inceste ont duré jusqu'à mes 11 ans. Enfin, mes 10 ans et demi. Et j'ai dit à ma mère à ce moment-là, je veux plus le voir. Je voulais plus y aller. Il n'a pas du tout essayé de me convaincre. Je pense qu'il a vraiment eu peur que je parle à ce moment-là. Ma mère a eu des doutes. Assez rapidement, elle a pensé à ça. Je sais pas ce qui lui a mis la puce à l'oreille, est-ce qu'elle a vu une émission là-dessus, mais en tout cas, elle m'a emmenée voir une pédopsychiatre. Et je sentais qu'il voulait me cuisiner là-dessus, c'est-à-dire que la pédopsychiatre me posait beaucoup de questions autour de ça, ma mère m'en a parlé aussi. Et je savais, parce que mon père m'avait dit une fois, peut-être juste après un acte d'inceste, d'attouchement, m'avait dit il faut pas en parler parce que si t'en parles, on ira en prison. Et pour moi, le on ira en prison, c'est... je suis fautive aussi, je suis coupable aussi, et donc moi aussi, je vais payer, quoi. Donc à ce moment-là, c'est comme si le secret avait été scellé et je faisais partie de la faute. Et en fait, j'ai aussi compris à ce moment-là que c'était pas normal. Parce qu'en fait, quand ça commence si jeune, on sait pas que c'est pas normal. On n'a pas de notion de ce qui est juste, pas juste, de ce qui est... on pense que les moments d'intimité avec son père, c'est comme ça, que tout le monde en a, et que voilà. Donc c'est un moment clé, parce que c'est un moment où, je me dis, oula, ça veut dire que c'est grave, parce que si on va en prison, c'est que c'est très grave. Et ensuite, oula, mais ça veut dire que moi aussi. Donc je suis coupable et je suis responsable. Donc je n'en parle pas. Ah bah non, j'en parle pas. Déjà, pour le protéger, et puis me protéger moi aussi. Et donc, devant la pédopsychiatre, alors là, c'est... je suis assez maline. Et je me dis, ils vont pas me lâcher, donc il faut que je lâche un truc. Et donc je dis, il fume des joints, et ça me plaît pas, et c'est pour ça que je veux pas le voir. Et en fait, le fait que je leur donne quelque chose, ils me lâchent là-dessus. Donc la pédopsychiatre dit à ma mère, non, c'est juste ça... tout va bien. À l'époque, je fais beaucoup de danse classique. Et donc la danse classique, ça me sauve en fait. J'ai vraiment l'impression que ça me permet de m'infliger une souffrance que je peux localiser dans mon corps. Parce qu'évidemment, mon père me manque. Enfin, il y a quand même une chose ambivalente. C'est-à-dire d'un côté, je me sens pas en sécurité parce que je me dis est-ce qu'il va recommencer, et d'un autre côté c'est quand même mon père. Et puis ce que je raconte aussi, parce que j'ai écrit un livre là-dessus, ce que je raconte dans mon livre, c'est que ça se fait avec beaucoup de douceur en fait, et c'est ça peut-être le plus difficile, c'est que à l'inverse de coups ou de choses violentes, parce qu'il n'y a pas eu de pénétration au sens propre, il y a eu des échanges buccaux mais pas de pénétration, donc ça ne m'a pas fait mal. Et donc, malheureusement, je ne vois pas ça comme une agression. En fait, on a tendance à penser que l'agression, c'est forcément violent, c'est forcément douloureux. Et en fait, ça peut se faire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Enfin, beaucoup d'amour. En tout cas, ce qu'on pense être de l'amour. Et donc, c'est très pernicieux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à localiser cette douleur et à comprendre... que c'est cette intrusion et que c'est cette domination, cette emprise qui est extrêmement violente. Donc cette danse, elle me permet de me réapproprier mon corps, de localiser la douleur, de me dire j'ai un corps, il est à moi. Donc ça m'a fait un bien fou. Oui, je vais être danseuse. J'ai la chance de rencontrer cette femme, cette prof de danse qui me transmet. Il y a des gens comme ça qui vous transmettent leur passion et qui vous portent. Et cette femme,
cette femme, elle m'a transmis cette passion. Et donc oui, je vis pour la danse, je bouge d'une pièce à l'autre en dansant, enfin ça devient une obsession. Et à l'âge... je crois qu'avec mon père, on se voit pas pendant 1 an. Et finalement, je retourne là-bas. Donc et là, il y a plus d'attouchement. On s'est pas vu pendant 1 an, donc je dois avoir 12 ans. 12 ans et demi. Donc là, on reprend vraiment la vie. Voilà, on reprend la vie comme si on n'avait rien vécu, père-fille. Mais j'ai quand même... Enfin, il m'initie quand même à des drogues. C'est avec lui que je prends mon premier exta. À 12 ans? Pas à 12, je commence à prendre des substances. Mon premier joint, c'était 14. Donc je commence à fumer mon premier joint là-bas. Premier exta, vers 15. Les champignons aussi, je pense vers ces eaux-là, 15-16 peut-être. En fait, c'était un climat assez malsain. Il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup de fêtes techno, parce que mon père voulait DJ techno. Et donc, il y avait beaucoup de fêtes, fêtes avec beaucoup de gens qu'on connaissait pas, souvent sous substance, qui étaient là pendant 2 jours, 3 jours, et qui posaient leur tente dans le grand terrain. C'était un espèce de mini Woodstock, avec des gens tripés. C'est complètement surréaliste, quoi. Et puis nous, on vaquait, on était là. Moi, j'adorais la danse, donc du coup, je dansais toute la nuit sur la techno. Et puis, pour tenir... Mais en fait, quelque part, c'est intéressant, parce qu'à l'époque, moi, je me disais, mais c'est génial, parce que son angle à lui, qui se tient quelque part, c'est que il préférait que je prenne des choses en étant éduquée avec lui en sécurité, que je prenne n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. Il n'y avait pas d'interdit, en fait. Et donc, quand j'ai pris, par exemple, mon premier exta, il m'a bien expliqué, il faut que tu boives beaucoup, parce que ça risque de t'abîmer les reins. Est-ce que tu as bien bu ton litre d'eau? Et puis, il faut que tu transpires. Bon, peut-être que si j'avais pris mon premier exta dans une fête à 17-18 ans avec n'importe qui, j'aurais pas su ça. Donc, je comprenais... Et après, c'est vrai que comme il y avait rien d'interdit, moi, du coup, après, j'ai toujours été un peu... réfractaire aux substances. Pour moi, c'était... Résultat, voilà, je me drogue pas, je fume pas, je bois. Alors après, je dis pas qu'il faille initier ses enfants, parce que c'est vraiment... c'est inconscient, mais je pense que dans sa logique, et je l'ai analysé plus tard, c'est une façon de s'approprier et de s'autoproclamer le grand initiateur, quoi. Voilà, c'est je vais initier ma fille aux premières fois. Voilà. Et donc, ma fille n'existe pas, elle est le prolongement de moi, et donc moi, je suis le tout-puissant qui doit, quelque part, m'approprier ses premières fois, surtout, et avoir le contrôle, en fait. Donc voilà, j'ai eu une enfance et une adolescence, quand même, où il n'y a pas beaucoup de limites, il n'y a pas de tabou, d'interdit, de structure vraiment très claire. Ma mère, du côté de ma mère, ça j'en ai pas vraiment parlé dans le bouquin, mais il y a pas mal de violence en elle. Elle a beaucoup de colère et beaucoup de violence en elle. Donc voilà, c'est pas ultra paisible non plus de ce côté-là, quoi. J'ai pas un soutien très stable de ce côté-là. Très rapidement, donc comme je sens que j'ai des parents qui sont quand même... comment je pourrais dire, un peu défaillant sur pas mal de choses, je décide de m'émanciper et donc de vivre seule à l'âge de 15 ans. En fait, je travaille très rapidement, je fais mon premier film à l'âge de 13 ans. Alors, comment ça se passe? Ça raconte, cette rencontre? Alors, je sais plus si j'ai 12 ou 13. J'intègre l'Opéra de Marseille, chez Roland Petit. J'étais en besoin de discipline. J'avais envie d'un cadre, j'avais envie d'être dans l'armée, quoi. Ce que tu n'avais pas eu. Oui, c'est ça, de cadre rassurant, fixe. Alors ça on fait pas, ça oui. Donc, c'est pareil, la danse, l'opéra, ça m'a aussi sauvée parce que c'est un cadre extrêmement rigide, mais pour moi salvateur.
rassurant. Donc là, je vis en famille d'accueil. Je suis en famille d'accueil chez une grand-mère qui est très stricte, mais aussi qui me fait beaucoup de bien. C'est très monotone. Madame Le Petit, très monotone, mais très cadré, très rassurant. Il n'y a rien qui bouge. Et à 13 ans et demi, je viens de réussir mon concours pour rentrer en classe supérieure de danse. Et je fais une sorte de caprice, un caca nerveux pour avoir une barbe à papa sur la plage du Prado à Marseille. Elle accepte. Je mérite après quand même une année entière de privation de ma dose de sucre. Je mérite quand même une barbe à papa. Et donc on va dans le stand de barbe à papa. Et à cet endroit-là, on fait la queue. Il y a une femme qui nous tourne autour et qui me regarde avec intérêt et qui va voir ma mère et qui dit voilà, votre fille a des traits hyper intéressants, un visage intéressant et elle serait vraiment parfaite pour le rôle. Enfin, en tout cas, je cherche une jeune actrice pour un premier film. Et puis moi, je regarde ma mère en disant non. J'en avais pas du tout envie, mais pas du tout, quoi. C'était vraiment de quoi elle me parle. Et ma mère qui me dit bah oui, mais bien sûr, évidemment, elle va faire des essais. Et donc voilà, je me suis retrouvée à faire des essais. Je suis prise sur, je crois, 10 000 filles, un énorme casting sauvage. Et la production m'appelle. Et moi, je dis, bah non, c'est pas possible, parce qu'on peut pas vous payer. J'étais persuadée qu'il fallait que je paye pour participer, comme on paye un fee, quoi, quand on paye. Tu pensais que c'était une arnaque, quoi. Non, pas une arnaque, mais je pensais qu'il fallait que je paye ma participation, comme je payais ma participation pour l'école de danse, il fallait que je paye une participation pour participer au film. C'est très naïf, mais moi je suis pas du tout dans ce milieu, mes parents non plus, enfin... Et donc, le producteur se marre, il me dit mais non, en fait c'est nous qui allons te payer. Et à ce moment-là, dans ma tête, ça va très vite. Je me dis mais... Si on me paye, ça veut dire que je vais pouvoir payer mes fournitures de danse et que du coup je serai plus autonome et que je vais pas dépendre de l'argent de mes parents. Et donc j'ai vraiment accepté que pour des histoires d'argent. Donc j'ai fait le film en été. Le film s'est retrouvé au Festival de Venise. Comment il s'appelle le film ? Marie Baie des Anges, de Manuel Pradal. Le film s'est retrouvé à Venise, il s'est retrouvé à Sundance, il s'est retrouvé vraiment dans plein de festivals, et puis c'était parti, quoi. Et donc avec cet argent, parce qu'après j'ai fait un autre film pas longtemps après, 1 an après, et puis encore un autre après. Et donc j'ai eu mon autonomie financière assez rapidement, et dès que j'ai pu prendre un appart, et bah, je suis partie en fait. Je me suis toujours dit, bon, je ne peux compter que sur moi-même. Mes parents sont l'un comme l'autre très abîmés par la vie, et pour une et pour l'autre, quand même très toxiques. Donc, non, je vais... J'étais très structurée, donc je payais mon loyer alors que j'étais au lycée. Alors la danse, à mon grand désespoir, j'ai arrêté parce que quand j'ai fait mon premier film, l'opéra m'a dit tu peux pas faire les deux. Faut choisir, c'est ou la danse ou le cinéma. Et qu'on me demande de faire ce choix-là à 14 ans, pour moi ça a été... mais comment est-ce qu'on peut me demander de choisir sur ma passion et en même temps une opportunité comme ça? Et ça m'a tellement énervée que je les ai envoyés... Enfin, c'est pas que j'ai envoyé péter, c'est que j'ai dit, voilà, je choisis le cinéma. Alors que pourtant, le cinéma n'avait aucune importance dans ma vie, alors que la danse, je vivais pour la danse, quoi. Tout était tourné autour de ça. Donc ça a été un peu comme par défiance aussi, parce que si c'est interdit, enfin pas interdit, mais si on me l'interdit, j'ai forcément envie d'y aller. Et en même temps, c'était un crève-cœur. Et après, je me suis dit, je danserai ailleurs, mais je voulais danser chez Béjart, mais il a arrêté son école pour se consacrer à sa compagnie. Donc, Et après, voilà, une fois que je suis sortie du circuit, c'est très difficile de dire... Enfin, c'est une telle discipline, une telle sacerdoce que, voilà, j'ai ouvert aussi un peu les œillères et puis le cinéma m'a accueillie, en fait. Il n'y avait pas de... Voilà, c'était...
une ouverture plus facile. J'ai fini mes études à Aix, j'étais au lycée Cézanne jusqu'à l'année de mon bac. Et à 16 ans, j'ai rencontré le père de mon fils. Son père travaillait sur un tournage et donc on a eu un énorme coup de cœur, gros coup de foudre. Lui avait 20 ans à l'époque, je crois. Ouais, c'est ça, il avait 20 ans et moi je lui ai menti sur mon âge. J'ai dit que j'avais 19 ans. On a commencé une histoire d'amour et puis voilà, assez rapidement on s'est installés ensemble. Et voilà, très belle histoire d'amour, très belle. Et lui et sa famille ont été clés pour un des moments les plus éprouvants de ma vie, je pense. Donc je pars vivre à Paris vers 16 ans. Et l'année de mes 17 ans, je tombe enceinte, j'avorte et j'ai ce qu'on appelle un retour de trauma. Donc moi, toute l'histoire de l'inceste, je l'enfouis, je le mets sous le tapis. Ça n'existe plus en fait, ça fait plus partie de ma réalité. Jusqu'au jour où je fais cet avortement, où j'ai un retour de trauma. Le retour de trauma, c'est des flashs persistants. Donc c'est même quand on ne veut pas le voir, on le voit. Donc pendant les actes sexuels avec mon conjoint, je vois la tête de mon père à sa place. Et j'ai vraiment des visions extrêmement claires, précises, détaillées de tous les moments d'abus. J'ai l'impression de devenir un peu folle, j'ai l'impression de dérailler. Je refuse cette réalité. Et donc j'essaie vraiment de... J'en parle quand même à mon conjoint de l'époque, mais tout en me disant ça se trouve c'est pas vrai, je suis folle, c'est pas possible quoi. Il y a 17 ans, j'ai la visite de ma mère avec mon petit frère et elle me dit c'est très bizarre, ta petite sœur, on a 8 ans d'écart, moi j'ai 17 ans à ce moment-là et elle a 8 ans. Ma mère vient me voir et elle me dit, tu sais, c'est bizarre, ta sœur veut plus voir ton père comme toi à l'époque, tu te souviens ? Et à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir le ciel qui s'écroule sur ma tête. Et là, c'est comme en fait, c'est vraiment la confirmation, je ne peux plus échapper à cette réalité. Ça vient me rattraper, il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais déjeuner avec ma sœur et je lui pose des questions. Et assez rapidement, je suis pas encore adulte, je suis la grande sœur, donc et moi je lui raconte pas mon histoire parce que je veux pas l'influencer, donc je l'écoute. Je lui dis voilà, pourquoi tu veux plus voir papa ? Et elle me dit mais il me fait des choses que j'aime pas trop. Et en déroulant, je comprends que voilà, qu'il commence, en tout cas que ça prend le même chemin et qu'il a déjà abusé d'elle. Et j'ai une autre petite sœur qui a 2 ans à ce moment-là. Et là, je me dis, bon, faut faire quelque chose. Tu avais quelle relation à cette époque-là avec ton père ? Tu le voyais régulièrement ? Tu lui parlais ? On se parlait, ouais. On se parlait, peut-être pas régulièrement, mais en tout cas, oui, on était en lien, oui. Et donc, je l'appelle. En fait, je demande à la maman de mon conjoint de l'époque d'être avec moi et d'écouter sur le haut-parleur. Donc je l'appelle sur le fixe et on met le haut-parleur. Et je lui dis, voilà, j'ai discuté avec ma sœur et je sais tout et je me souviens de tout. De tout ce qu'on a fait, quoi, de tout ce que tu m'as fait. Et là, je sens comme un poids qui... Je dirais pas qu'il tombe de ses épaules, mais comme une espèce de respiration. Et je l'entends me dire, tu peux pas savoir la culpabilité qui traîne sous mon lit depuis toutes ces années. Et vraiment, très étrange la sensation. Il est à la fois soulagé, en même temps, bon... Et il me dit, mais viens en Corse, viens, on en parle, viens... Et je sais que si j'y vais, il va me retourner le cerveau. Je sais que je n'ai aucune chance de gagner contre lui, quoi. Pourtant, il a plus ou moins avoué quand il a dit je suis en culpabilité.
Ah bah, tu peux pas savoir la culpabilité qui traîne sous mon lit depuis toutes ces années. C'est un aveu, bien sûr. Ouais. Oui, c'est un aveu, mais c'est un aveu et en même temps, il me dit, mais viens, on va en parler. Viens. Donc, c'est-à-dire, l'emprise est là, quoi. L'emprise, elle est toujours là. Et moi, à ce moment-là, mon but, c'est que ça se reproduise pas sur ma petite sœur. Et donc, j'ai pris ma décision d'aller à la brigade des mineurs le lendemain. Et je peux pas dévier de cette décision. Et je sais que si je vais le voir, je vais dévier de cette décision et que jamais je porterai plainte. Et donc je lui dis non, je vais pas venir, je vais porter plainte. Je vais aller à la brigade des mineurs demain et je vais porter plainte contre toi. On me dit fais ce que tu veux. On raccroche. Moi j'ai les jambes là à ce moment-là qui me lâchent. C'est que je me sens, je suis toute tremblante. Je sais que ça y est quoi. C'est moi qui ai posé la bombe, voilà, je sais que c'est fini. À ce moment-là, en fait, le courage le tire de mon besoin de protéger parce que je me sens extrêmement coupable par rapport à ma sœur. Je me dis, si j'avais parlé, ce serait jamais arrivé. Donc, je me sens une grande responsabilité vis-à-vis de la dernière. Et donc, je me dis, mais je peux pas laisser prendre le risque, en fait, et passer ça une nouvelle fois. C'est pas possible. Donc pour moi, je me vois même pas comme courageuse, j'ai l'impression de pas avoir le choix en fait, j'ai pas le choix. Et si ça avait été que moi, je n'y serais pas allée. Et le lendemain, quand je vais à la brigade des mineurs, j'ai l'impression d'être dans un espèce d'état un peu... Et le truc de fou quand même, c'est que quand j'ai écrit le livre, je me suis replongée dans les dossiers. Donc j'ai réouvert les dossiers avec la plainte, et j'ai réalisé que je suis allée porter plainte le jour de l'anniversaire de mon père. C'est quand même invraisemblable. C'est que je vois la date, je me dis mais c'est fou, c'est joyeux anniversaire quoi. Donc c'était, il y avait quelque chose d'un peu irréel. J'ai été accompagnée par ma belle-mère à l'époque. Et alors là, à partir de la brigade des mineurs, là s'ensuit un combat titanesque, un truc. C'est ça, c'est le combat des titans quoi. C'est l'affrontement avec Dieu le Père. J'ai beaucoup de pression de la part de la famille. C'est-à-dire que j'ai des amis de mon père, j'ai mon grand frère. Ils pensent que c'est une vengeance de ma mère, que je suis un instrument de ma mère pour me venger de je sais pas quoi. Ce qui est complètement absurde, ou pour des histoires d'argent, ce qui est complètement absurde parce qu'on a demandé un franc symbolique. C'était pas cette dynamique-là, je n'ai jamais été sous emprise de ma mère du tout, je pense être même beaucoup plus mature et beaucoup plus construite qu'elle. Donc s'il y en avait une qui devait manipuler l'autre, ce serait plutôt moi qu'elle d'ailleurs. Mais voilà, donc ils ont fabriqué leur narratif, ils ont fabriqué leur histoire pour accepter cette réalité. Et là, voilà, là s'ensuit la grosse machinerie, la grosse artillerie de la justice, c'est-à-dire les expertises psychiatriques, la confrontation avec mon père. J'ai 19 ans à l'âge du procès. Donc tu ne te consacres, j'imagine, que à ça. Tu travailles pas? Si, je travaille. Tu travailles, tu continues à tourner? Ouais. Je continuerai à 17 ans. Comment t'arrives à gérer tout ça? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. En plus, à 17 ans, j'ai fait le film de Benoît Jacot, qui m'a bien emmerdée aussi, qui a essayé par tous les moyens possibles de me choper, quoi. Enfin, voilà, d'avoir mes faveurs. Je sais pas comment on dit ça. Lui en avait plus de 50, moi j'en avais 17. Donc oui, je continue à travailler et c'est comme si je compartimentais, en fait. C'était vraiment la dissociation. C'est vraiment le mot, en fait. On se dissocie. Donc c'est intéressant parce que j'ai un souvenir un peu flou, comme si j'étais dans une sorte de tunnel. Et d'un autre côté, paradoxalement, le combat de la justice, enfin le combat de devoir... ça me donne... je suis en mission, quoi. Ça me donne une sorte de force, parce que de toute façon, si j'avance pas, je tombe. Enfin, je sais même pas comment j'aurais pu aller au bout. La confrontation avec mon père, c'est une des expériences qui restera gravée à vie en ma mémoire, et c'est vraiment une des expériences les plus violentes que j'ai traversées. C'était intéressant de relire d'ailleurs les expertises.
l'expert psychiatre, il établit que j'ai la force et la structure mentale pour assumer une confrontation. Mais on me demande pas mon avis, en fait. C'est pas vraiment... ma sœur est épargnée parce qu'elle est trop jeune. Mais moi, il considère que ça va aller, quoi. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je suis un peu terrorisée, en fait. Je suis terrorisée pas de le revoir, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et puis, vraiment, on va se voir devant un juge. Donc, quand j'arrive dans ce grand hall du tribunal, et là, je vois donc mon père et sa femme. Au loin, je suis moi entourée de ma mère et de mon avocat. J'ai mon sang qui se glace et je vois la haine dans leurs yeux, mais vraiment comme s'ils voulaient me tuer. Et moi, j'ai pas de haine, ni contre lui, ni contre elle. J'ai pas du tout. Je n'arrive pas à avoir de la haine. Je n'ai jamais réussi à avoir de la haine. Enfin, c'est peut-être venu un petit peu après de la colère, mais je sens que ce que je fais est juste et que j'ai pas le choix. Et donc on s'installe, on est face à face devant le juge. Et là, je vois mon père vraiment se débattre comme un animal avec la patte prise au piège et qui est prêt à se bouffer la patte pour s'en sortir. Et comme je dis, la patte, c'est moi, quoi. Donc, ce membre qui bouffe là, c'est moi. Et plus ça avance, plus je le vois un peu fatigué, et plus il dit des choses qui sont complètement absurdes. Hein. Complètement... il commence à tirer un portrait de moi, comme quoi je travaille dans le cinéma, que c'est un milieu complètement perverti, pourri de l'intérieur, que ma mère m'a élevée dans des conditions horribles, malsaines, et que c'est ça que je reporte sur lui. Et puis à un moment donné, il part dans un truc n'importe quoi. Il dit, mais ma fille a toujours été portée, parce qu'elle a été mal élevée par sa mère, et donc elle voulait jouer avec mon sexe dans le bain... Et c'est moi qui l'en empêchais. Et le juge le regarde. Je dis, mon pauvre monsieur, donc vous avez été victime d'une enfant de 5 ans. Donc vous admettez en fait qu'il y a bien eu des actes, mais que ce n'est pas vous qui les avez initiés. Hein. C'est votre fille de 5 ans tordue qui voulait jouer avec votre sexe comme d'une poupée, vraiment. Et là, à ce moment-là, je me dis, ça y est, c'est la fin, quoi. C'est la fin pour lui, il vient d'admettre. Mais j'ai même pas un sentiment de victoire. J'ai un sentiment de pitié, de tristesse, en fait, de voir mon héros, parce que ça a été mon héros pendant mon enfance, de le voir tomber aussi bas, quoi. Et je sors de là vraiment... j'ai plus de père, ça c'est sûr. Après vient le procès. Le truc, c'est que aujourd'hui, ce serait caractérisé comme viol, parce qu'il y a eu échange buccal. À l'époque, ça l'était pas. C'était agression sexuelle à l'époque. Donc, quelque part, il a eu la chance, parce que viol, c'est pas du tout la même... c'est pas la même mayonnaise, quoi. Donc... ça se fait, correctionnel, et donc c'est relativement rapide. Et puis il y a quand même pas mal d'éléments, Mais là, moi, ce qui m'hallucine un peu, en fait, c'est la violence de ce... C'est comme un espèce de cirque où chacun y va de son histoire, de ses certitudes, et en fait, ce qui m'hallucine, c'est que je me dis, mais vous étiez où, en fait ? Tous les amis, là, la famille, vous étiez où quand ça se passait ? Vous étiez derrière le rideau ? Vous étiez sous le lit ? Vous étiez où ? Et après, le truc aussi, c'est que moi, ma version, je me suis toujours dit ça d'ailleurs, la vérité a l'avantage qu'elle ne change pas. Une vérité, ça reste la même, elle est immuable. Et c'est ce qui fait que c'est une vérité. Un mensonge, il se modifie avec le temps, il faut avoir une très bonne mémoire, les détails, et ça, les enquêteurs, ils le savent très bien. Donc il y a aussi... ils sont formés quand même à ça, ils sont formés à recueillir cette parole, ils sont formés à déceler. Et quand un récit est constant, et en plus, moi ce que je dis pour les gens qui ne croiraient pas à leurs enfants, c'est que quel est l'intérêt... Moi, quel était mon intérêt à perdre mon père que j'aimais ? Il n'y en a aucun. Je perds tout.
Je perds ma famille, je perds ma structure, je perds mon père pour rien. Je ne gagne rien dans cette histoire. Absolument rien. Donc quand un enfant parle de choses graves comme ça, et on peut pas mentir comme ça, et en plus devant une structure juridique, parce que c'est quand même très impressionnant d'être devant une batterie d'experts, devant des avocats, des juges. C'est tellement intimidant que le mensonge, il tient pas une seconde. Tout de suite, on se rétracterait, quoi. Donc j'avais cette vérité avec moi, et donc cette vérité, elle me portait. Et en même temps, je me disais, mais c'est d'une telle violence, parce qu'à ce moment-là, la défense, elle attaque, elle m'attaque moi, elle attaque ma mère, elle attaque mon métier, elle attaque tout, en fait. La défense attaque. Donc ça a été comme un espèce de truc un peu flou, quoi, comme si j'étais vraiment... J'ai des souvenirs, c'est à la fois comme si c'était hier, en même temps c'est très blurry, c'est très, très vague. Bon, il est quand même condamné. Il est condamné à 3 ans de prison avec, je crois, 1 ou 1,5, 1 de sursis. Je crois qu'au final il fait 1 ou 1,5, je sais plus exactement. Retrait des droits civiques familiaux et un franc symbolique. Et à ce moment-là, je sors. Et j'ai pas de victoire, c'est-à-dire que mon avocat se réjouit, on a gagné, mais moi j'ai pas gagné à ce moment-là. Il y a une chose qui est très importante, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire que j'ai eu la reconnaissance d'une autorité supérieure à celle de mon père, qui a validé et qui a dit oui, ce n'est pas normal. Donc en ça, j'ai pu me reconstruire parce que je fais partie des 1% des plaignantes, des plaintes qui aboutissent à une condamnation. Donc ça, c'est quand même énorme. Et je reconnais que sans ça, ça aurait été très 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 difficile de me reconstruire, de me rétablir. Mais à ce moment-là, dans ma tête de jeune femme de 19 ans, j'ai perdu ma fratrie. Je ne reverrai plus mes frères. J'ai perdu mon père, Et puis encore une fois, il va en prison, mais est-ce qu'il va être soigné ? Est-ce qu'il va se rendre compte ? Parce qu'il est tellement dans le déni face à tout le monde que... Est-ce qu'il va comprendre ? Et encore aujourd'hui, il voit ma prise de parole comme un acharnement. Tu lui parles aujourd'hui ? Non. On a... Alors là, je fais un gros saut quantique, on va dire, dans le temps. Parce que j'ai essayé de renouer avec lui longtemps après, 12 ans après, par le biais de mon frère, d'un de mes frères que j'avais retrouvé, que j'ai quitté enfant et qui était devenu homme, et qui voulait absolument nous rabibocher. Mon père m'a demandé pardon à ce moment-là, mais il m'a dit surtout, donc il m'a dit pardon, j'ai jamais cessé de t'aimer, voilà, et merci, mais il me dit mais en revanche tu ne parles plus jamais de cette histoire à tes frères et à personne. Et je lui dis pas oui, je dis oui, mais si on me pose des questions, je vais pas renier, je vais pas me renier la vérité, quoi. Bon, je décide quand même de mettre tout ça derrière, et qu'on avance, et qu'on reconstruise, et j'ai tellement besoin de retrouver ce clan, en fait. Ce clan, cette famille, ça a été tellement brutal, et puis surtout, je me dis, mais pourquoi c'est moi qui suis écartée, quoi. Donc j'ai tellement envie de les retrouver que ok, voilà. Donc on se revoit, et quelques temps après, je suis avec mes 2 sœurs en voyage, et la plus jeune elle nous dit je vous en veux pas d'avoir un peu brisé mon enfance, quoi. Et je vous en veux pas. Moi j'ai un truc quand même, comment ça on n'a pas brisé ton enfance, en fait, on a essayé de la protéger. Et je me rends compte que elle a grandi avec un narratif qui est vraiment celui de tes sœurs, les pauvres, étaient complètement tarées, voilà, elles ont fait ça, et qu'en fait, c'est ça qui m'a fait le plus de mal, c'est qu'il s'est servi de mon pardon après pour dire à mes frères et sœurs, ma petite sœur, vous voyez que j'ai pas menti, puisque si j'avais
Si j'avais fait ce qu'elle m'accuse d'avoir fait, jamais de la vie elle aurait pu me pardonner. Donc en fait, il utilise mon pardon pour se dédouaner, se racheter une image, et voilà. Et là, pour moi, je me dis, mais en fait, cet homme est vraiment malade, quoi. Et donc, je balance un peu tout à ma sœur, ma plus jeune sœur, qui, elle, avait 2 ans au moment du procès, donc elle n'a pas vraiment vécu les choses, elle les a vues sous le prisme. Mais en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que ni mes frères, ni ma plus jeune sœur, ils auraient pu ouvrir les dossiers. Ils auraient pu regarder ce qu'il y avait dans les dossiers, ils auraient pu demander à avoir accès. Il y a eu un procès qui a été fait, il y a eu des expertises, il y a eu... Mais non, c'est trop, c'est insupportable, c'est une vérité qui est vraiment insupportable. Et donc, là, le déni, il est là pour nous protéger de quelque chose qu'on ne peut pas processer, qu'on ne peut pas accueillir, qu'on ne peut pas accepter, en fait. Et à ce moment-là, ma plus jeune sœur rentre et elle est complètement déstabilisée par ça. Elle en parle à notre père. Et moi, je suis aux États-Unis à ce moment-là et mon téléphone sonne et c'est lui. Et je réponds. Et là, il m'insulte au téléphone. Mais vraiment, espèce d'ordure, t'en as pas marre de vouloir me salir, pourquoi t'as raconté ça à ta sœur, t'en as pas marre, tu veux que je meure, etc. Et c'est tellement violent que je raccroche. Et là, à ce moment-là seulement, me vient une rage, mais une rage que je n'ai jamais expérimentée ni avant ni après, où je pense que s'il avait été devant moi, je me serais jetée sur lui et je l'aurais étranglé avec mes mains. Et je lui aurais arraché les yeux des orbites. Vraiment, c'est-à-dire que c'est cette vision que j'avais de c'est lui ou moi, et ce sera moi, et c'est moi qui vais le tuer. Et donc, je le rappelle et je lui dis, et je lui hurle. Je me souviens, j'étais dans un festival de yoga en plein désert. C'était surréaliste. Ah oui, au milieu des cactus. Et je lui hurle dessus, mais vraiment, je lui dis, tu es mort pour moi, mais comment tu oses? Tu ne sais pas qui tu as enfanté, tu ne sais pas qui je suis. Et je lui dis, voilà, tu es mort. Et au moment où je dis, tu es mort pour moi, il raccroche. Parce que là, pour le coup, c'est lui, ben, c'est trop fort pour lui. Et à ce jour, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Donc il est mort d'une certaine manière. Il n'est pas mort physiquement, encore. Mais en tout cas, moi, j'ai fait un deuil et de lui et de ma fratrie qui m'a, à ce moment-là, de nouveau tourné le dos. Et pour moi, je n'ai plus de frères, je n'ai plus de fratrie, quoi. Et tes sœurs? Non, ma plus jeune sœur non plus. C'est compliqué. En fait, moi, je vis de plus en plus pour l'intégrité. C'est-à-dire que vraiment, je peux pas renier ma vérité. Donc, avoir une relation avec quelqu'un qui me perçoit comme une menteuse, ou comme une folle, ou comme... ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est vraiment... Donc, quelque part, j'ai fait un long processus, et là, je suis en train de le finaliser, c'est-à-dire un processus de... Je ne suis pas rejetée par eux. C'est moi qui refuse leur présence dans ma vie. C'est moi qui ne souhaite pas... Je ne souhaite pas avoir ce type de rapport. En revanche, la porte n'est jamais fermée complètement. C'est-à-dire que si un jour, ils reconnaissent ma vérité, mon parcours, si un jour ils veulent être là, et je pense que ça a peu de chances que ça arrive. Hein. Je pense pas que ça arrivera. Mais en tout cas, voilà, je n'éprouve pas de sentiments négatifs à leur encontre. D'en avoir parlé dans ton livre, est-ce que tu penses que ça a eu un impact? Je pense que ça les a enragés. Je pense que ça les a enragés, où ils ont dû se dire, mais c'est pas possible, elle va jamais nous lâcher, quoi. C'est comme un pitbull qui a chopé une jambe et qui lâche rien. Et en fait, je m'en fous, parce que c'est pas pour eux que je l'écris, ce livre. Je l'écris, mais ni pour moi d'ailleurs, je l'écris parce que je pense que c'est un livre d'utilité publique en toute humilité, dans le sens où il y a 160 000 enfants par an.
Et s'il y a une personne qui peut lire ce livre et se dire je suis pas tout seul, il y a quelqu'un sur cette planète qui comprend ce que je traverse, voilà, j'aurais écrit ce livre pour cette personne-là. J'ai essayé de faire un angle qui soit un angle qui aille vers la lumière. Donc très rapidement dans le livre, moi je parle de tout ce que je t'ai dit là, j'en parle... quand même ça vient vite, hein, c'est 2e chapitre, 20e page. Donc en fait, c'est pas tellement... Le sujet n'est pas tellement de savoir si j'ai vécu ça, donc je l'ai vécu. Et après, c'est comment je passe de la survie à la vie. Comment je me reconstruis morceau après morceau, qu'est-ce qui m'a aidée, c'est ma quête perpétuelle d'aller vers la vie, vers la reconstruction, vers d'être de plus en plus fonctionnelle. Après le procès, il y a une période très compliquée parce que le combat est fini. Le combat est fini. L'énergie sur laquelle je tiens, il n'y a plus lieu d'être. Et alors là, c'est les ruines. Donc ce que je dis dans mon livre, c'est qu'on se réveille un matin et en fait, toutes les fondations sont tombées. C'est un champ de ruines et donc faut reconstruire. Et je traverse vraiment des années aussi de quête spirituelle, c'est-à-dire de quête de sens. C'est quoi le sens de tout ça ? Pourquoi je traverse ça ? Pourquoi je vis ça ? Enfin, à quoi ça rime, quoi ? Et donc, je suis habitée, mais vraiment habitée par une quête existentielle et par une quête de sens. Et donc, je vais expérimenter toutes les techniques possibles et imaginables, aussi bien vers le chamanisme que des techniques thérapeutiques farfelues qui sont développées au Canada pour les autistes. Enfin, vraiment, j'essaye à peu près tout ce qui est possible d'essayer. Parce qu'en fait, où je meurs, c'est une histoire de vie ou de mort, quoi. Il y a pas... C'est où je m'élimine. Parce que j'éprouve une énorme culpabilité aussi. Hein. Ça c'est la constante aussi. C'est qu'un enfant abusé, on dit, il ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Et donc là, il y a la culpabilité de mes frères me détestent, ma famille me déteste, mon père est enfermé en prison, et tout ça c'est de ma faute. Dans ma tête à l'époque, c'est de ma faute. Et donc, comme c'est une histoire de vie ou de mort, j'ai eu pas longtemps, hein, mais j'ai quand même eu des vraies pensées d'en finir. Donc je me souviens une fois, d'ailleurs ça a été un peu un déclic, un pivot, j'ai appelé SOS médecins et je leur ai dit venez me faire une piqûre de Valium ou un truc, parce que je sais pas si j'ai dit une piqûre de Valium, mais venez tout de suite parce que je vais en finir là. Et donc ils m'ont envoyé un médecin qui m'a fait une piqûre de Valium, donc qui m'a assommée, j'ai dû être assommée pendant 2 jours, j'étais complètement dans les fraises. La raison pour laquelle je me fous pas en l'air et que j'appelle SOS médecin et que c'est parce que j'ai un petit bonhomme, donc j'ai un petit garçon qui compte sur moi et donc il me sauve la vie en fait à ce moment-là. En fait, ce bébé, c'est marrant parce que j'en ai pris conscience après. C'est comme si il me fallait un projet de vie, quoi. Il fallait que je sois maman parce que sinon. Et donc j'étais enceinte à 19 ans, j'ai accouché à 20. Je me suis séparée de son père quand il avait 1 an et demi. Et toutes ces années-là, elles sont un peu chaotiques, hein. C'est-à-dire qu'elles sont... je fais comme je peux avec ce que j'ai. Je sais que mon fils me permet aussi de tenir et d'être en vie, parce que peut-être qu'inconsciemment, je savais qu'il fallait que je sois mère jeune, parce que si j'étais pas mère jeune, je n'aurais pas pu tenir et j'aurais pas pu rester dans ce monde, clairement. Donc je fais cette recherche thérapeutique vraiment pour lui. Et il y a des moments où j'y arrive pas. Et il y a des moments où j'appelle. Alors j'ai eu beaucoup de chance, c'est que les parents de mon ex, de son papa, ont toujours été très, très présents, très bienveillants. Et en fait, elle
Elle s'appelle Baba. C'est l'ange gardien, c'est mon ange gardien. Elle a été là dans les moments vraiment très, très durs. Et donc elle était là aussi pour apporter vraiment la structure à mon fils dans les moments où j'étais complètement à terre ou sur un autre espace, enfin que je n'y arrivais pas, quoi. Donc j'ai eu énormément de chance. J'ai navigué entre les films comme un peu une schizophrénie, c'est-à-dire voilà, on se conditionne et avec des masques, avec beaucoup de masques, avec beaucoup de protection, avec j'ai toujours eu l'impression, voilà, je naviguais dans ce métier, donc j'expérimentais des émotions, enfin je donnais des émotions qui étaient des émotions réelles, que personne n'avait l'idée d'où venaient ces émotions. Et c'était hors de question pour moi que je les affiche, donc je mettais ces émotions dans les rôles, tout en même temps, en gardant une espèce de façade, et en même temps en essayant de tenir debout et d'avancer. Donc j'étais à la fois, oui, quand je dis schizophrénie, c'est qu'à la fois il y avait le côté, apparence, glam, où je faisais des films, des promotions de films, où je faisais des rôles, où j'apparaissais d'une certaine manière, et en même temps je voyais bien que personne, les gens ne me voyaient pas. Je ne dégageais pas qui j'étais, et je n'étais pas alignée avec mon être. Il y avait énormément de couches derrière. Donc j'ai été hyper sexualisée très jeune aussi, à travers ce métier aussi. C'est-à-dire que quelque part, ça aussi c'est un conditionnement. J'ai été sexualisée par mon père, donc il n'y avait aucune raison que je ne sois pas sexualisée par la terre entière après. C'était un peu mon conditionnement. Et donc ça a été, c'est là aussi vraiment des années, ma trentaine, vraiment dure, quoi. Vraiment, vraiment compliquée, avec des relations toxiques, avec une relation toxique en particulier, avec de la violence psychologique. En fait, je crois que je m'aime tellement peu que je vais aller vers quelqu'un qui va me laminer émotionnellement. Il va mais vraiment aussi bien verbalement que physiquement. Il y a eu, c'était quelqu'un qui avait des problèmes de drogue. J'ai la petite vingtaine, j'ai dû avoir 24, 25 peut-être. Ouais, 25 jusqu'à 28, quelque chose comme ça. Oh non, je suis assez jeune. Ben justement, je suis jeune, donc je sais pas ce que c'est en fait. Et là c'est une descente, mais vraiment une descente au fond du fond, quoi. Ouais, il y a eu des violences physiques avec une tentative d'étranglement, cracher dessus. Je me souviens, on avait un moment où on voyageait en première, parce qu'il avait pas mal de moyens, on voyage en première. Et c'est quelqu'un de très jaloux, et donc tout d'un coup, il a une espèce de parano, qui était lié aussi à sa consommation, voilà. Parano, il part dans un délire, et là, il a la coupe de champagne qui me balance à la gueule dans l'avion, tout en me crachant dessus, et là, il y a l'hôtesse qui voit ça et qui l'attrape par le col et qui lui dit « Monsieur, venez ». Et qui l'emmène tout au fond à côté des chiottes, en écho, et qui lui dit « Si je pouvais, je vous mettrais dans les toilettes, c'est là où vous devriez être ». Et waouh, c'était incroyable parce que à travers l'attitude, c'est-à-dire que moi j'étais comme anesthésiée en fait. Donc bon, je recevais cette coupe de champagne à la gueule, ce crachat à la gueule, mais au fond, il y avait une partie de moi qui pensait le mériter, j'en sais rien. Je me dis, j'étais complètement anesthésiée totale. Donc d'avoir une femme qui voit ça, qui le remet à sa place et qui me défend, et c'était vraiment important pour moi. Mais c'était très dur parce qu'en fait,
c'est fou, hein, parce que je me suis toujours considérée comme quelqu'un de fort. Et en même temps, je me dis, mais je n'arrivais pas à partir. Il y avait du chantage au suicide, Et je me dis, mais je n'aurais jamais dû rester aussi longtemps. Je n'aurais jamais dû me laisser parler comme ça. Mais c'est comme si petit à petit, j'étais affaiblie. Il y avait quelque chose qui m'affaiblissait dans mon estime, dans ce que je croyais être de l'amour. Et un jour, il y a eu un déclic. Je me fonctionne beaucoup au déclic. Hein. Il y a des moments comme ça où, bon, c'est une espèce de chance. On a vécu ensemble et puis ça devenait tellement insupportable que j'avais convaincu qu'on prenne des appartements séparés pour avoir mon espace. Donc ça, c'est déjà un premier détachement, mais il fallait que j'avance vraiment avec précaution. Donc voilà, non, mais on reste ensemble, il n'y a pas de problème, c'est juste... Donc il fallait à chaque fois préparer un peu comme un jeu d'échecs. Et puis un jour... Bon, je veux me séparer de lui. Alors ça, je mélange 2 épisodes. Première fois, je veux me séparer de lui. Et puis il me dit, je vais me tuer, je vais prendre du Lexo, c'est fini. Je dis, ok, d'accord. Là, j'ai une sorte de culpabilité pendant la nuit, j'y vais. Et je le vois, parce qu'il habitait en rez-de-chaussée, je le vois avec ses jambes qui dépassent comme ça du canapé derrière. Donc j'appelle les pompiers. Les pompiers arrivent. Et là, il se lève d'un bond en disant « Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle est jalouse, elle vous a fait venir. » Donc en fait, il était tout le temps en manipulation, tout le temps. Et donc, 2 jours après, je décide que c'est fini. Voilà, c'est terminé, ça allait trop loin. Il vient pour récupérer quelques affaires. Je veux pas qu'il monte, il insiste, je lui ouvre la porte. Et là, il rentre comme une tornade et il commence à tout péter chez moi. Mais tout, hein, c'est-à-dire il prend mon appareil FM2 Nikon que j'adore, il le brise en 1000, la vaisselle, enfin vraiment, il saccage tout. Et là, je me mets là aussi en dissociation, donc je suis prostrée dans un coin et j'attends que ça passe. Et je suis comme, voilà, comme ailleurs, vraiment. Mais à un moment donné, il fume sa clope et j'avais acheté une lionne empaillée chez Desrolles, qui était le seul objet que j'avais acheté moi, et c'était vraiment mon investissement, et puis c'était un peu comme mon animal totem, quoi. Et à ce moment-là, il prend sa cigarette, et je le vois faire un mouvement avec sa cigarette, comme s'il allait éteindre sa cigarette sur la tête de ma lionne. Et là, je le vois un peu comme au ralenti, c'est-à-dire que je vois ce qu'il va faire, et à ce moment-là, vraiment, hein, je le dis, mais je le pense vraiment, je le ressens comme ça, à ce moment-là. Je ressens comme si l'esprit de la lionne était rentré en moi. Et là, je bondis sur lui, je lui attrape les 2 poignets. Il comprend rien à ce qui lui arrive. J'avais un long couloir. Je le pousse dans le long couloir, mais avec une force surhumaine. J'ouvre la porte et je le pousse, mais vraiment, il est propulsé en arrière sur les fesses, sur le palier. Et je lui dis, ne remets plus jamais les pieds ici. Et je claque la porte. Et à ce moment-là, il m'a plus jamais embêté après, parce qu'à ce moment-là, il a senti que c'était fini, qu'il n'y avait plus... Mais je pense que s'il m'avait écrasé la cigarette sur la tête, je n'aurais pas réagi comme j'ai réagi là. C'est-à-dire que, encore une fois, si on me fait du mal à moi, mais je n'ai pas la force de me défendre. Mais si on fait... je mets mon estime ailleurs, donc que ce soit pour mes sœurs ou pour ma lionne, et si on attaque celle que j'aime plus que moi-même, mes sœurs ou ma lionne, alors là, je peux tuer. Après cet épisode-là, donc quand j'ai retrouvé vraiment ma liberté, et que pour moi, les voyages, c'était une façon de me retrouver dans mon humanité profonde. C'est-à-dire, en fait, quand on est abusé, il y a un endroit où on ne sait plus vraiment qui on est. Une partie de soi qui a été volée, en fait. Et donc, j'avais besoin d'aller dans des endroits un peu reculés, presque dans des cultures primitives,
ancestrales, tribales aussi, de ressentir de nouveau l'appartenance à un clan, et donc de reconnecter avec toute cette humanité plus vaste. Et donc je suis partie faire des voyages, mais pas des voyages où on prend sa valise, et on va au Club Med et, et on se l'adore tranquille au bord de la piscine. Ah, non, pas du tout. Non, moi je suis partie vraiment dans des trucs un peu extrêmes, hein. C'est-à-dire je suis allée vivre avec les Maasai plusieurs mois. Je suis partie tout en laissant mon fils à sa grand-mère merveilleuse, en disant voilà, je peux pas, il faut que je parte. Et ils ont été pour ça incroyables, c'est qu'ils m'ont toujours laissé ou en tout cas s'ils me jugeaient pas ouvertement. Je suis partie traverser la Mongolie à cheval, je suis partie en Amazonie faire des expériences chamaniques avec des plantes psychotropes très très puissantes. Je suis partie dans plein d'endroits un peu extrêmes où j'ai plus de repères. Qu'est-ce qui te reste de tout ça? En fait, j'ai appris qu'il y a plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous divisent. J'ai appris que quand on s'intéresse à l'humain, mais vraiment à l'humain, au cœur de l'humain, on a les mêmes besoins, on a les mêmes émotions. Une colère, c'est une colère partout, identique. Une tristesse, c'est une tristesse partout, identique. Il y a des croyances qui divergent, il y a des rituels, des façons de vivre, évidemment, très différentes. Mais finalement, les humains que j'ai rencontrés, les Maasai, les humains que j'ai rencontrés dans les steppes ou dans les tribus Shipibo-Konibo en Amazonie, c'est vraiment des êtres qui ne veulent que la même chose, qui ont en tout cas un terreau commun, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me reconnecter à je sais pas si ça se dit, l'ancestralité, enfin à ce côté ancestral de mon humanité, en fait. Et tout d'un coup, ça me rassurait aussi, c'est-à-dire que comme j'avais plus de clan, que j'avais plus de famille, que j'avais plus cette notion de tribu, j'avais vraiment besoin d'appartenir à des tribus, quoi. Donc s'il faut pour ça aller dans la jungle, ben on va dans la jungle, s'il faut... Et j'ai été accueillie, mais voilà, accueillie comme faisant partie des leurs, en fait. Et ça m'a restaurée. Ça m'a... T'as jamais eu peur? En fait, j'ai eu peur une fois au Mexique, parce que je suis tombée sur un peu un mec un peu chelou qui avait des intentions pas clean. Et là, j'ai eu un éclair un peu de allez, soyons fous de génie. Parce que je lui dis, je voyais, c'était un chauffeur de taxi. Et je sentais qu'il me regardait, voilà. Qu'il voulait m'emmener visiter une cascade que je voulais pas du tout visiter. Et je vois un petit Jésus ou une petite Marie, je sais plus, en tout cas une petite icône comme ça qui se balade à son rétroviseur. Et je lui dis, vous croyez en Dieu? Évidemment qu'il croit en Dieu. Je dis, bon bah voilà, vous me voyez là, je suis un ange. Vous touchez un seul de mes cheveux, vous serez maudits, vous et toute votre famille pour des générations. Donc maintenant vous faites demi-tour et vous m'amenez exactement où je veux aller. Je parlais couramment l'espagnol, heureusement. et il m'a regardé dans le rétro, il s'est dit ou elle est complètement folle ou c'est vrai. Et dans les deux cas, je pense que ça lui a un peu coupé l'envie. Donc il a fait demi-tour et il m'a emmené là où je voulais aller. C'est la seule fois où j'ai eu vraiment peur. Après, les autres fois, en fait, c'est un peu comme un espèce d'animal, un peu comme un Bambi innocent. En fait, les gens voulaient me protéger parce que j'étais une jeune femme blonde aux yeux bleus dans des endroits reculés ou pas, enfin oui, hostiles, ou en tout cas, c'était improbable. Donc il y a des gens qui ont été vraiment là en se disant qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Et en se disant qu'est-ce qu'elle fout là, ils ont eu cet instinct de protection, en fait. Donc j'ai rencontré surtout des gens qui m'ont protégée, qui m'ont pris sous leurs ailes. Peut-être qu'ils se sont dit elle est complètement perdue, la pauvre. Mais
ce que j'étais. Et donc, je crois qu'il y a des fois, quand on fait des actes de foi comme ça... Mais non, j'avais pas peur, je devais être inconsciente. Inconsciente et en même temps... Tu le referais aujourd'hui? Ouais. Ouais, ça me manque même de partir seule et de... je me l'autorise plus trop, mais Pourquoi? Non, en fait, je dis ça, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai recommencé à faire quelques voyages, donc je dis ça, mais c'est pas vrai. Peut-être un peu moins inconfortable, mais quand même... Non, si, quand même. Si, je fais encore des voyages spirituels ou des voyages qui ont du sens, des voyages... ouais. Mais oui, je referai tout pareil. Hein. Franchement, je ne changerai... chaque personne que j'ai rencontrée et chaque expérience que j'ai fait, ça a été un petit morceau de moi-même que j'ai recollé. En fait, c'est comme s'il fallait que je parte aux quatre coins du monde pour trouver un petit bout de moi là, un petit bout de moi par-ci, un petit bout de moi par-là. Et quand on est dans des endroits où on n'a plus de repères, on est vraiment face à son humanité pour le coup, parce que si je suis dans un endroit, dans une zone de confort, je vais réagir en fonction des projections ou de ce que je connais. Alors que quand je me mets dans un état où je ne connais personne et où le seul point de référence, en fait, c'est moi, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ça, c'est une plongée à l'intérieur de soi-même. Donc je suis partie très très loin, dans des endroits incroyables, pour me récupérer. C'est aussi une reprise de pouvoir, en fait. Cette fois, je choisis. Je choisis consciemment de me mettre dans cet environnement-là, et qui finalement a été un environnement qui n'a jamais été dangereux. C'est-à-dire qu'au sein de mon foyer, il y avait le danger. Finalement, ça pouvait pas être pire, en fait. Et donc ces inconnus, ces gens qui ont gardé un lien aussi avec leurs racines. Moi, ce que je dis, c'est que mes racines, elles ont été tranchées à la hache. Mes racines, elles ont été tranchées, quoi. Donc là, j'avais besoin de refaire pousser des racines et vraiment de les refaire pousser aux quatre coins du monde. Donc je suis allée vraiment voir des tribus, mais des tribus, voilà, qui vivent de la même manière depuis des siècles et des siècles. Et eux, pour moi, c'est mon compas, quoi. C'est ma boussole dans la vie. Ils ont compris quelque chose qu'on a perdu, en fait. Une façon de vivre en harmonie avec leur environnement, une façon de pouvoir compter les uns sur les autres, de continuer à être un clan solide les uns pour les autres. Et d'ailleurs, ils m'ont tous accueilli, mais tous comme si j'étais une des leurs. C'est phénoménal, c'est incroyable. Pourquoi? Mais je pense qu'ils ont dû sentir... Kenny Metampash, qui est le représentant des Maasai chez qui j'ai été, j'avais un nom et un village. C'était un ami à moi qui avait fait un livre sur les Maasai. Et au moment d'une expo de son livre et de ses photos, parce qu'il était photographe, je vois des photos d'eux, je dis, il faut que j'y aille. Et il me dit, va voir Kenny Metampash à Kajiado. Donc j'ai ce village qui est vraiment le village du marché des Maasai. C'est là où ils achètent leurs perles et leurs couvertures et où ils font du troc. Et donc j'ai ce nom. Et je vais là-bas, donc je vais à Nairobi, alors ça c'était un peu chaud. Je prends un bus, je vais à Kajiado. Et là je vais dans le seul bar de l'avenue en terre principale. Et je rentre là-dedans. Moi je suis blonde soleil, avec les yeux bleus, et je rentre là-dedans. Et tous les visages se retournent, je suis la seule blanche. Et je regarde et je dis...
en anglais, sorry, I'm looking for Kenny Matempesh. C'est comme vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Et là, je tombe sur un de ses cousins. Alors, est-ce que c'était un cousin ou je sais... En tout cas, c'était quelqu'un de sa famille. Et donc, il m'emmène vers Kenny Matempesh. Donc, c'est vraiment en plus à des heures de marche. Enfin, c'était complètement surréaliste. Lui parlait anglais parce que c'est le représentant des Maasai. Et il m'a accueilli. Et moi, j'ai raconté un bobard. J'ai dit que j'étais étudiante en anthropologie, que je venais là pour... Mais en fait, pas du tout. Je n'étais pas du tout étudiante en anthropologie. Je pouvais pas dire, oui, je suis une petite actrice complètement larguée, en quête de repères, et d'un papa et d'une famille d'adoption, quoi. C'était pas possible. Et je pense qu'il était même honoré, en fait, que je fasse tout ce chemin de France. C'était presque... oui, complètement hallucinant, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment vécu des moments magiques, quoi. Magiques très fort. Quand je regarde derrière, je me dis il y a quand même eu beaucoup de chemin de fait. Après, je suis un être humain, donc il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où je me questionne beaucoup sur cette humanité, justement. Il y a des jours où je perds un peu foi. Il y a des jours où je m'aime moins que d'autres. Parce que ça fait partie de l'expérience humaine. Et que c'est aussi... continuer à toucher un peu cette humilité, au final. Parce que on n'est jamais vraiment arrivé, à moins d'être un être illuminé. Et dans ces cas-là, bon... Mais j'en suis loin, donc... je dirais que je fais ce que je peux avec ce que j'ai, un jour à la fois, mais que quand même, ça va dans la bonne direction, quoi. Ça va dans la bonne direction. D'où ça vient, ce côté très spirituel ? Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai moins envie de rentrer dans les détails de ça, mais j'ai vécu une NDE quand j'étais jeune, adolescente, et une NDE, c'est une Near-Death Experience. Near-Death Experience. C'est quand tu passes de l'autre côté, tu reviens. Et comme je ne suis pas morte à ce moment-là, et que je me suis retrouvée... être en vie, je me suis dit, mais quel est le sens de tout ça, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? Alors que pourtant, moi, j'ai été élevée vraiment plutôt un environnement très athée, anti-religieux. Vraiment, tout ce qui est structure religieuse, c'était... Alors que moi, je voulais absolument faire du catéchisme. Et puis est arrivé cet événement, et il y a eu un avant et un après, et je n'ai cessé après ça de vouloir comprendre la raison de mon existence sur cette planète et qui je suis véritablement. Et ça c'est deux grandes questions qui sont vertigineuses, en fait. Parce que ça englobe l'humanité, parce que ça rend humble, en fait, de se poser ces questions. On est de passage, on est vraiment de passage, c'est très très court, quoi. Et donc la spiritualité, pour moi, c'est l'accès direct avec le divin et avec son essence profonde. On est des âmes qui faisons une expérience de la matière et pas l'inverse. Donc... dès lors qu'on a cette conscience, la spiritualité, elle est partout, en fait. Elle est dans tout. Et après, ce qui est beau, c'est de voir comment elle s'exprime en chacun. Et moi, j'adore toutes les spiritualités. J'adore comment chaque personne va exprimer sa propre relation au divin. Et pour moi, en fait, ça se résume à quelque chose de très simple. Pour moi, le divin... c'est la source d'amour ultime. Donc le but d'un être humain, a priori,
ce serait d'amener cette source d'amour dans la matière. Alors, ça commence par soi-même. Déjà d'arriver à s'aimer inconditionnellement, alors là, bon, voilà, hein, un peu de taf. Après, c'est d'aimer son cercle intime, ses parents, sa famille, ses enfants, ses amis, son conjoint, etc. Et après on éloigne aux voisins. C'est un challenge, hein, c'est un challenge de chaque instant, de se rappeler ça. J'essaie quand même chaque jour d'avoir de la gratitude. On a un rituel avec mon conjoint. D'ailleurs, c'est un jour à la fois de pardon, mais aussi, je pense, de gratitude. On essaie avec mon conjoint chaque jour avant de se coucher d'exprimer à voix haute toutes les gratitudes qu'on a eues dans la journée. Ou tout ce qui... Voilà. Mais c'est vrai que la gratitude, c'est d'essayer dans les moments les plus noirs, obscurs, sombres, mouvementés, chaotiques, d'essayer de trouver des sources de gratitude, des sources de joie. Donc j'en suis où je refuse de perdre la foi totale en l'humanité, mais c'est un choix que je dois faire quotidiennement et que je dois réitérer chaque jour. Voilà. Et je dis pas... Il y a des jours où vraiment c'est très très compliqué. Hein. Il y a des jours où j'ai du mal à l'appliquer ou à le voir et en même temps je me dis non. Donc il faut garder encore cette petite étincelle d'espoir. Parce que si on perd cette toute petite étincelle là, c'est fini en fait. Ouais, c'est ça pour moi la vraie spiritualité et la vraie foi. C'est de garder cette reliance où même dans le plus noir du noir de l'obscurité, on doit être cette petite étincelle qui va faire que ça va raviver un feu à un endroit. Sinon, c'est foutu. Comment tu te situes par rapport à ton métier ? C'est intéressant comment je me situe par rapport à mon métier parce que j'aime toujours autant ce métier parce que c'est un vecteur émotionnel exceptionnel où tout d'un coup les gens peuvent s'identifier. Enfin, c'est très très puissant ce média-là. C'est autoriser les autres à ressentir aussi et à traverser leurs émotions. Et les émotions, elles sont incroyables. Mais c'est un peu réducteur à ce stade. Mais je fais beaucoup le parallèle, je fais la métaphore qu'un acteur c'est un véhicule et que le réalisateur c'est le conducteur en fait, c'est le pilote. Et même si on est une Ferrari ou une Lamborghini ou je sais pas quoi, on peut être planté dans un mur, on peut pas y faire grand chose. En tout cas, il y a une dimension d'impuissance en tout cas. Et là j'ai quand même assez envie, ça me travaille vraiment fort d'être pilote, de passer derrière la caméra. Donc c'est un peu une suite, j'ai à la fois des histoires à raconter, j'ai envie profondément de les raconter. Et pourquoi tu le fais pas ? C'est en cours. C'est en cours, c'est-à-dire que c'est long et laborieux de trouver des financements, c'est long et laborieux de convaincre parce qu'il y a souvent des gens qui ont des méfiances ou des... Donc il faut embarquer. Mais j'ai pas mal de projets. J'ai un projet de documentaire, j'ai un projet de long métrage. J'essaie d'avoir plusieurs. Pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, et puis surtout, je viens de monter ma boîte de prod. Donc ça, c'est vraiment très 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 récent. Là, ça date il y a quelques semaines seulement. Je veux produire, je veux réaliser, je veux continuer à écrire, je veux accompagner les histoires d'autres personnes. Et j'ai un fonds de dotation à la protection de l'enfance que j'ai fait avec un partenaire incroyable, Laurent Bloch. Et ce fonds de dotation destiné à la protection de l'enfance, il nous a permis de financer un documentaire, de cofinancer un documentaire pour la chaîne parlementaire sur les hommes et l'inceste.
Donc il y a une vraie envie de mettre toute cette trajectoire justement et ces expériences aussi au service du collectif, au service d'une co-création, d'une co-créativité. Et c'est intéressant parce que même sur mon choix de nom, à la fois sur j'ai toujours besoin qu'il y ait du sens en fait. Et donc sur le fonds de dotation, ça s'appelle le fonds de dotation Les Enfants Kintsugi. Kintsugi, c'est l'art japonais de réparer les pots cassés avec de l'or. Parce qu'en fait, le message que je veux passer à travers ce fonds de dotation, c'est que peu importe si vous avez été brisé en 1000, vous pouvez toujours vous réparer et être encore plus beau, encore plus unique, encore plus fort et être une œuvre d'art. Donc ça sert à rien de cacher les fêlures. Au contraire, mettez-les en valeur, mettez-les en lumière. Voilà, acceptez de vous montrer avec ces failles parce que c'est ce qui vous rend beau et unique. Et c'est ce que je dis par rapport aux enfants, Kintsugi, parce que les blessures de violence sexuelle, c'est des blessures de honte. Et tous les abus, de manière générale, c'est des blessures de honte. Donc c'est des blessures qu'on tend à vouloir cacher. Et je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Après, sur la boîte de production, j'ai choisi le nom Anaya Film. Parce que Anaya, ça veut dire... alors ça a plusieurs sens. En sanskrit, ça veut dire unique et inégalé. En arabe, c'est protégé. Et en hébreu, ça veut dire Dieu a entendu. Prière exaucée. Et donc pour moi, il y a plusieurs... Voilà. Ça réunit aussi plusieurs traditions et cultures. Et il y a de bons... Voilà, moi, c'est important... la prière exaucée, en fait, le fait de la prière, c'est hyper important. C'est hyper important de prier, la force et la beauté de la prière, quoi. Tu pries ? Ouais. Je prie, je dirais quotidiennement. Ouais. Mais je prie, je vais pas nécessairement dans un temple ou je vais pas nécessairement... mais oui, la prière, c'est... on en a besoin, quoi. Pour moi, la prière, c'est un peu comme des égrégores des intentions comme ça qui émanent et qui sont des intentions positives, belles. Donc pour moi, la créativité et la création, ce sont des prières aussi. C'est aussi une façon de communier avec l'humain, de raconter... Enfin, je vois ça comme ça, hein. Je vois ça comme... c'est tellement puissant de raconter des histoires, ça peut bouger tellement de conscience, ça peut faire évoluer tellement de conscience. On a une grande responsabilité quand on a une plateforme et une voix. Donc j'ai envie de plus en plus d'utiliser cette voix, j'ai envie de plus en plus et puis de collaborer. Voilà. Quel rapport tu as à l'âge, le temps ? C'est intéressant parce qu'on m'a posé une question, alors c'était pas du tout similaire, mais c'est quoi un peu le but à atteindre avec l'âge, Et en fait, mon rêve, c'est de devenir un bel ancêtre. Ça se mérite. De transmettre, ça se travaille, quoi. Et pour moi, il y a une histoire dans toutes les traditions que j'ai approchées, il y a un peu une constante, c'est le respect des anciens. Et dans le respect des anciens, il y a quelque chose où les anciens embrassent ce rôle aussi. Ils portent cette responsabilité aussi, toute cette sagesse, cette connaissance, pour la transmettre, pour faciliter les nouvelles générations, en fait. C'est un peu comme être un bon terreau pour des petites graines, quoi. Donc l'âge, c'est pas une décrépitude. Des fois, dans le reflet du miroir, c'est moins agréable, ou
ou le rapport à son corps, voilà, on est moins léger parfois, on prend quelques kilos, Mais si je vais au-delà de ça, c'est-à-dire que je suis un être humain, une femme, donc évidemment qu'il y a toujours cette donnée où on a envie d'être bien avec soi-même. Mais il y a cette phrase qui me fait rire qui dit « À 20 ans, on a la gueule qu'on a, à 50, on a la gueule qu'on mérite. » Et quelque part, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que selon comment tu vis, est-ce que tu ris beaucoup, est-ce que t'es très inquiet, est-ce que t'es... C'est pour ça que je dis ça se mérite en fait de vieillir, c'est que déjà c'est un privilège, hein, parce que pas tout le monde ne vieillit, donc moi je suis très contente de continuer mon passage sur Terre et de pouvoir profiter des miens, donc c'est une grâce accordée. Et après, d'essayer de vieillir au mieux. Donc ça, c'est pareil. C'est comment on s'entretient, qu'est-ce qu'on met comme fuel dans son corps, comment... c'est... Ouais, mais j'aimerais vraiment, vraiment... En fait, j'aurais réussi ma vie si un jour, à 95 ans, je regarde derrière, ou je regarde autour, je vois plein d'enfants, de petits-enfants, Et je me dis, ouais, j'ai quand même... je suis pas partie forcément avec des bonnes cartes, mais j'ai quand même laissé l'espace meilleur que quand je suis arrivée. Et ça, c'est un truc que ma mère m'a toujours transmis. Elle me disait toujours, si tu es invitée chez des gens, tu dois laisser l'espace mieux que quand t'es arrivée. Avec un bouquet de fleurs, en tout cas, tu le laisses... encore plus propre, encore plus harmonieux. Et donc je me dis, normalement, on devrait faire ça en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui ? Je pense que c'est une histoire de temps, mais vraiment réalisée. J'ai vraiment envie de réaliser, mais ça, c'est une histoire de temps. Après, ce qui me manque et que j'aurais probablement pas, j'aurais adoré avoir une petite fille. J'ai un garçon qui est merveilleux, qui est vraiment un super être humain, mais quand même j'aurais bien aimé avoir une petite fille. Donc je dirais c'est ça qui me manquera certainement. Mais après peut-être que j'aurai une petite fille, voilà. Oui. Ouais, peut-être que j'aurai une petite fille et sinon... Non, mais sinon, rien d'autre. T'es heureuse ? Ouais. Tu me laisses conclure ? Ouais. Je voudrais conclure parce que c'est une journée Yom Kippour du pardon. Et en fait, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus bienveillants les uns envers les autres et qu'on arrive à se pardonner parce qu'on est des êtres humains et qu'il n'y a aucun être humain sur cette terre qui peut prétendre à la perfection. On a tous nos pardons, on a tous nos failles. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'intolérance et de violence, surtout en ce moment, entre les différents peuples, et puis au sein des mêmes patries. Et j'aimerais vraiment qu'on se regarde plus dans le miroir et qu'on arrive à se pardonner à soi-même. Ce sera déjà plus facile pour pardonner aux autres et que on ait beaucoup plus de bienveillance et de gentillesse. Ça, c'est vraiment c'est ma plus grande prière, quoi. Qu'on arrive à se pardonner et à être beaucoup plus doux envers soi-même et les autres. Ça te fait quoi de revenir comme ça sur ton histoire et d'en parler ? C'est éprouvant pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui maintenant glisse sur toi et c'est quelque chose que tu livres facilement ? Étonnamment, c'est pas du tout lourd. En fait, c'est comme si c'est mon histoire,
mais elle n'a plus d'empreinte réelle sur moi. Donc je changerai pas mon histoire, hein, ça reste mon histoire, mais non, je la partage sans qu'elle m'affecte. Je me dis que si ces mots-là peuvent résonner, servir, mais tant mieux. Mais c'est marrant d'ailleurs d'observer ça et de voir que la sortie du livre, le fait de poser ces mots, les imprimer, voilà, ça a sorti l'histoire en dehors de moi. Et donc maintenant, cette histoire, elle existe dans le monde, mais presque, c'est pas qu'elle m'appartient plus, mais qu'en tout cas, elle a plus du tout la même, le même pouvoir ou le même impact en fait. Ça a été cathartique un peu. Ouais, complètement. Ouais. Et j'imaginais pas, mais même quand j'ai écrit le livre, hein, je l'ai écrit avec une fluidité déconcertante. J'ai eu l'impression que le livre s'écrivait à travers moi. L'histoire, je la connais, c'est la mienne, donc vraiment, il y avait pas. J'ai essayé de rester tellement fidèle. J'ai réouvert les dossiers, je suis allée me replonger dans les dossiers, etc. Et pour vraiment rester fidèle aux dates et à remettre les choses dans le bon ordre et dans la bonne case. Mais du coup, c'est comme si cette histoire avait besoin de me traverser, de s'écrire, mais j'ai pas eu de... C'était pas un accouchement dans la douleur, quoi. C'était vraiment... C'était fluide. Donc je pense que c'était le bon moment. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci infiniment aussi. Merci d'avoir écouté cette trajectoire. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que ce podcast peut vivre, grandir et continuer à faire entendre ces voix qu'on connaît, mais qu'on découvre autrement ici.